Maintenant, on va commencer l'unité 4 qui parle de solution et de la solubilité. Donc, on va voir que certaines choses qu'on a vues dans les unités précédentes vont revenir. Et donc, on va juste avoir des nouvelles notions qui vont s'ajouter à ces choses-là que l'on a vues précédemment. Je vais commencer par parler des propriétés générales des solutions et de comment est-ce que les solutions peuvent se former. On va commencer et on va parler principalement dans cette unité-ci de solutions aqueuses. Parce que les solutions, ça peut être des solutions qui peuvent être pas aqueuses, mais celles qui nous concernent en 11e année sont celles qui vont impliquer l'eau comme étant comme solvant. Maintenant, si on parle des solutions en général, donc la majorité des réactions chimiques vont se faire quand il va y avoir des substances qui vont être aqueuses. On a vu ça un petit peu dans l'unité 2 quand on regardait l'état des réactifs lors d'une réaction de déplacement simple ou de déplacement double, par exemple. C'est très rare que l'on va faire des réactions chimiques qui n'impliquent pas des solutions. C'est vrai que c'est possible, tu peux avoir des réactions qui se font entre des solides, tu peux avoir des réactions qui se font des liquides et tu en as entre des gaz ou entre des solides et des liquides, des solides et des gaz, et ainsi de suite. Mais de manière générale, on a beaucoup plus d'exemples de réactions chimiques qui impliquent des solutions et principalement des solutions qui sont aqueuses. Et ça, c'est parce que en solution, les molécules peuvent se toucher beaucoup plus. Et vous allez voir ça l'année prochaine, en deuxième année, quand on va parler d'un principe qu'on appelle des collisions efficaces. Quand tu veux qu'une réaction chimique se passe, c'est pas juste de mettre des réactifs dans un contenant. Ces réactifs-là doivent entrer en contact les uns avec les autres pour être capables d'être transformés en des produits. S'ils n'entrent pas en contact, ils ne peuvent pas être transformés. Ça veut dire que si les conditions idéales pour qu'une réaction chimique se passe et se passe rapidement, c'est des conditions dans lesquelles les réactifs peuvent facilement rentrer en contact les uns avec les autres. Dans les solutions aqueuses, c'est là où on voit le plus grand nombre de molécules qui peuvent rentrer en contact. Parce que si on pense à une solution aqueuse, c'est un milieu qui est liquide avec des molécules qui sont en suspension dans ce liquide-là et qui peuvent se déplacer librement dans le liquide. S'ils peuvent se déplacer librement dans le liquide, ils peuvent facilement rentrer en contact par hasard avec une molécule qu'elles peuvent réagir avec pour ensuite former un produit. Quand tu as deux solides, donc imagine que tu fais une réaction entre deux solides et que tu as deux blocs de solides, bien, il faut que tu trouves une façon qui rentre en contact. Tu peux peut-être prendre les deux solides et les mettre un comme juste à côté de l'autre puis les faire toucher. Mais le seul endroit où la réaction peut se faire, c'est au point de contact. Et quand la réaction s'est faite au point de contact, il y a maintenant des produits à ce point de contact-là. Et donc, les réactifs ne sont plus en contact les uns avec les autres. C'est-à-dire que les réactifs qui sont derrière où la réaction s'est passée, des deux côtés du solide, ne sont plus en contact les uns avec les autres, donc ne vont pas réagir. C'est donc en solution aqueuse qu'on voit la plus grande facilité à faire des réactions chimiques et c'est pour ça qu'on va essayer de faire des réactions en solution aqueuse quand c'est possible. Une solution aqueuse, c'est une solution qui est homogène, c'est un mélange homogène, c'est-à-dire que c'est pas juste une substance. L'eau, par exemple, pure n'est pas une solution aqueuse. Même si c'est liquide, ce n'est pas une solution aqueuse parce qu'il y a juste une molécule d'eau dans un contenant d'eau pure. Quand je dis molécule, je veux dire, il y a des milliards de molécules, mais c'est la même molécule, c'est de l'eau. Et donc, ce n'est pas une solution aqueuse, c'est un liquide. Pour avoir une solution aqueuse, tu as besoin que ce soit un mélange homogène de au moins deux substances. Et que pour que ça soit une solution aqueuse, il faut que au moins une des substances, celle qui est en plus grande quantité, soit de l'eau. Parce que aqueux veut dire avec de l'eau. Maintenant, une solution peut être une solution qui n'est pas aqueuse, c'est-à-dire que tu peux avoir une solution qui est un mélange homogène de deux substances ou plus et où aucune des substances n'est de l'eau. Mais ici, celle qui nous concerne le plus en 11e, c'est les solutions aqueuses. De manière générale, dans une solution, que ce soit aqueuse ou non, le soluté, c'est le nom qu'on donne au composé qui est en moins grande quantité dans ta solution. Et le solvant, c'est le nom qu'on donne au composé ou à la substance qui est en plus grande quantité dans ta solution. C'est-à-dire que si on parle d'une solution qui est aqueuse, le solvant est en plus grande quantité, ça va être de l'eau. Et le soluté, ça va être n'importe quoi qu'on va avoir ajouté à l'eau.
Par contre, les solutions, comme j'ai dit, ça peut être des solutions qui sont gazeuses, solides ou liquides. Elles peuvent donc être autres que aqueuses, mais ça, on ne va pas voir ça dans ce cours-ci. Je vais juste par contre vous donner quelques exemples. Si tu as une solution qui est un gaz, des exemples de ça, ça serait l'air. L'air est un mélange de plus qu'une molécule mélangée ensemble. Et donc, ici, c'est une solution qui est gazeuse où le soluté et le solvant vont être des gaz. Si on pense à l'air, l'azote est le composé en plus grande, ici c'est pas un composé, c'est un élément, en plus grande quantité, donc ça va être lui le solvant. Et tous les autres gaz vont être les solutés dans cette solution gazeuse. Un autre exemple, liquide, 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 donc tu aurais une solution liquide, par exemple, la vodka ou le vinaigre ou n'importe quel alcool va être une solution qui est liquide. Pourquoi? Bien parce que si on pense à la vodka, par exemple, c'est de l'éthanol avec de l'eau. L'éthanol est un composé moléculaire qui va être à l'état liquide à température ambiante. Et l'eau est aussi un composé moléculaire qui est liquide à température ambiante. Et quand tu les mélanges ensemble, ça fait une solution où le solvant, pour la vodka, ça va être, je crois, de l'eau. Et le soluté va être l'éthanol. Et le mélange va être une solution qui est liquide. Même chose pour le vinaigre. Le vinaigre, c'est un mélange d'acide acétique. Donc ça, c'est ton acide acétique avec de l'eau, où l'eau est le solvant. L'acide acétique est un composé moléculaire qui est aussi liquide à température ambiante, ça va être ton soluté, et ça va donner une solution qui est globalement liquide. On peut aussi avoir des solutions qui sont solides, faites à partir de solides. Mais pour faire ça, il faut que tu fasses fondre les solides pour ensuite les mélanger, pour ensuite les refaire solidifier. Donc ça serait par exemple des alliages de métaux comme de l'or 14 carats ou du laiton ou n'importe quel alliage où tu prends des métaux, tu les fais fondre, tu les mélanges et ensuite tu les resolidifies. Mais nous, ceux qui nous concernent le plus dans cette unité-ci, vont être ceux qui sont dans cette catégorie-là. Donc, où le solvant est liquide, nous, on va dire principalement de l'eau. C'est sur ça qu'on va se concentrer dans cette unité. Donc, de l'eau. Et où les solutés vont être solides et généralement, ils vont être des solutés qui vont être des composés ioniques pour cette unité. Maintenant, si on parle des propriétés générales des solutions aqueuses, on peut classer les solutions aqueuses selon leur capacité de dissoudre une quantité de soluté dans le solvant. Ça veut dire qu'une solution qui est saturée est une solution qui contient la quantité maximale de soluté dans une quantité donnée de solvant à une température donnée. Parce que la température, on va voir, a une influence sur la capacité d'une substance de se dissoudre dans un solvant, comme l'eau par exemple. Une solution qui est insaturée est une solution qui contient moins de soluté qu'elle pourrait en dissoudre. Ça veut dire que tu pourrais en rajouter plus de soluté, mélanger et ça continuera à se dissoudre. Et finalement, la dernière, c'est une solution sursaturée. C'est une solution qui contient plus de soluté qu'elle peut en dissoudre. Mais ici, c'est important de noter, c'est qu'elle contient plus de soluté, mais plus de soluté dissous qu'elle peut en dissoudre. Donc ça peut sembler contradictoire, mais je vais vous expliquer comment est-ce que ça peut être possible de faire dissoudre plus de soluté que la quantité maximale qu'elle peut faire dissoudre pour donner une solution sursaturée. À cause que dans une solution sursaturée, il y a plus de soluté dissous que la maximum que ça peut dissoudre, c'est des solutions qui sont très instables. Et donc, dès qu'il y a un petit dérangement ou qu'il y ait un cristal qui soit ajouté, ça va se recristalliser et ça va faire des cristaux et ça va faire sortir l'excès de soluté qui s'est dissous dans ta solution. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux dire par ça. Donc, pour pouvoir déterminer la solubilité, donc la capacité d'un soluté à se dissoudre dans un solvant donné, il faut que ça soit fait de façon expérimentale. C'est-à-dire que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris différents composés ioniques, par exemple, et ils ont ajouté de plus en plus de ce composé ionique dans un certain volume d'eau, à une certaine température,
Et ils ont vu quelle quantité peut se dissoudre au maximum. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent savoir quelle quantité peut se dissoudre au maximum? Imagine que tu as un contenant avec de l'eau. Donc, si on va dire que le solvant, c'est de l'eau. Généralement, on va mettre la solubilité par 100 grammes d'eau. Donc, 100 grammes d'eau, pour ceux qui se rappellent, donc 100 grammes, ça équivaut à 100 millilitres d'eau, parce que 1 gramme égale à 1 millilitre d'eau, puis ça, c'est parce que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par litre. Donc, imagine que tu as un volume de 100 millilitres d'eau, et ils vont décider, OK, je vais essayer de voir la solubilité de ton, disons, le chlorure de potassium, donc cette courbe-ci, à, on va dire, 30 degrés Celsius. Donc, ils vont mettre la température, ils vont mettre un thermomètre pour que la température soit à 30 degrés Celsius. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rajouter, disons, 5 grammes. Donc, ça, c'est 5 grammes de solvant. Donc, ils vont mettre 5 grammes de chlorure de potassium. Ils vont mélanger. Après avoir mélangé, on va voir que le 5 grammes de chlorure de potassium, qui est une poudre, donc c'est une poudre blanche, ça va se mélanger, ça va se dissoudre et ça va donner une substance homogène. Donc là, on ne verra pas. Ensuite, ils vont en rajouter plus. Ils vont dire, OK, donc j'avais ajouté 5 grammes et je vais maintenant rajouter un autre 5 grammes. Ils vont mélanger. La poudre va se dissoudre complètement. Ça donne une solution homogène. Et ils vont continuer, probablement pas par 5 grammes à 5 grammes. Ils vont peut-être le faire par gramme. Ça dépend. Mais éventuellement, ils vont se retrouver à ajouter environ 36 grammes. Donc, disons que ça, c'est à peu près 36 grammes. Donc, ils vont en avoir mis au total. Donc, au total, ils en mettent 36 grammes. Et ils mélangent et ça se dissout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent 1 gramme de plus. Donc là, on est rendu à 37 grammes. Après avoir mis 37 grammes, ils mélangent, et éventuellement, ils voient que de la poudre se forme au fond. Donc ça, c'est du chlorure de potassium qui est solide. C'est pas un précipité, c'est que le 1 gramme de chlorure de potassium qu'ils ont ajouté au-dessus du 36 grammes ne peut pas se dissoudre. Il ne peut pas se dissoudre parce que si on regarde le tableau de solubilité, la quantité maximale, d'après le tableau qui peut être dissous de chlorure de potassium dans 100 grammes d'eau, donc 100 millilitres d'eau à 30 degrés Celsius, c'est 36 grammes. Mais là, tu en as mis 37. Tu en as mis 1 de plus, 1 gramme de plus. Donc, le chlorure de potassium, ici, ça va être ton 1 gramme de chlorure de potassium qui n'a pas pu se dissoudre parce que tu as dépassé la quantité maximale qui peut se dissoudre dans un certain volume d'eau à une certaine température. Donc, avant d'atteindre le 36 grammes, donc de 0 à 36 grammes, tu pouvais continuer à ajouter du chlorure de potassium et ça se dissoudait et ça devenait une solution homogène et incolore. Mais ce n'est pas toujours incolore, mais ici, ça va être incolore. Et donc, de 0 à 36 grammes, ta solution va être une solution qui est insaturée. Donc, n'importe quoi qui se trouve en dessous de cette ligne-là, c'est insaturé parce que tu n'as pas atteint le maximum. Le maximum, c'est le point sur la courbe ici qui correspond à ton 36 grammes, qui est ton point de saturation. Donc, quand tu atteins 36 grammes, donc à cette valeur-là, exactement, ta solution, elle est saturée. Donc, ta solution est saturée. Ta solution, même si tu continues à ajouter donc 1 gramme de plus, donc même à 37 grammes, ta solution est quand même saturée. Donc, si je continue à ajouter 38 grammes, 39 grammes, 40 grammes et ainsi de suite, ça va continuer à ajouter l'excès dans le fond à l'état solide. C'est-à-dire que, disons, au lieu de mettre
1 gramme de plus, j'ai mis 5 grammes de plus. Ou peut-être 6, parce que ça ressemble plus à un 6. Donc, 6 grammes de plus. Dans le fond, j'aurais 6 grammes qui ne s'est pas dissous et qui va se déposer dans le fond. Parce que j'ai atteint mon point de saturation, ma solution est saturée. Mais si on revient à la définition de nos définitions, on a vu que insaturé, c'est avant d'atteindre le maximum. Saturé, c'est quand tu as atteint le maximum. Et je suis en train de vous dire que même quand tu dépasses le maximum, c'est quand même saturé. Mais j'ai donné une troisième définition, sursaturé. C'est une solution sursaturée, c'est une solution qui contient plus de soluté qu'elle pourrait en dissoudre. Maintenant, en rajoutant 6 grammes de plus au-dessus du point de saturation, les 6 grammes ne se sont pas dissous. Donc, tu n'es pas sursaturé. Elle en a dissous 36 grammes. Donc ici, si on regarde dans ta solution, j'ai 36 grammes de dissous, mais j'ai 6 grammes de plus qui ne sont pas dissous. Je n'ai pas dissous plus que 36 grammes. J'ai ajouté plus que 36 grammes, mais j'en ai juste dissous 36. Donc, c'est quand même pas sursaturé dans ce contexte-ci. Pour que ça soit sursaturé, il faut que je fasse une manipulation particulière. Il faut que je chauffe ma solution. Donc, imagine que j'ai mis mon 36 grammes plus mon 6 grammes de plus à 30 degrés Celsius. J'en ai 36 de dissous, j'en ai 6 qui ne sont pas dissous et qui sont dans le fond. Et là, peut-être pas 6 parce que ça va être difficile à atteindre. Donc, disons que j'en ai 2 de plus de dissous, donc je vais en avoir 2 dans le fond de plus. Si je chauffe ma solution et je la fais passer de 30 degrés à 100 degrés, donc je la chauffe à 100 degrés, à 100 degrés, je peux dissoudre 40 grammes de chlorure. Non, oui, je me trompe. Ça, c'est le chlorure de sodium. Oups! Donc, je n'ai même pas besoin de chauffer tant que ça. Disons qu'on ne chauffe pas à 100 degrés, ça va être peut-être plus facile de juste le chauffer à 50 degrés. Donc, je le chauffe à 50 degrés. Donc, à 50 degrés, je peux dissoudre, disons, 42 grammes. 36 plus 2, ça fait 38 grammes. 38 grammes peut se dissoudre à 50 degrés dans 100 grammes d'eau parce que le maximum que je peux faire dissoudre à 50 degrés, c'est 42 grammes. 38, c'est en dessous de 42. Donc, quand je le chauffe à 50 degrés Celsius, ma poudre qui était dans le fond va disparaître. Elle va disparaître. Et en disparaissant, c'est qu'elle n'a pas disparu, elle s'est juste dissous. Et là, maintenant, je vais me retrouver avec 38 grammes de dissous dans ma solution aqueuse. Maintenant, ma solution n'est pas sursaturée. Ma solution, elle est juste simplement insaturée. Pourquoi? Parce qu'à 50 degrés, j'ai dissous 38 grammes quand je peux en dissoudre 42, donc je suis en dessous du point de saturation. Je suis à peu près ici. Et à cause que je suis en dessous du point de saturation, c'est insaturé. Donc, je ne suis encore pas dans une situation de solution sursaturée. Pour la faire sursaturée, il faut que je le laisse refroidir. Donc, j'ai dissous 38 grammes à 50 degrés Celsius. Et là, je le laisse refroidir, puis je le laisse refroidir à 30 degrés Celsius. Donc là, maintenant, la température, elle baisse à 30 degrés Celsius. Et je reviens à mon point où, à 30 degrés Celsius, le maximum que je peux dissoudre, c'est 36 grammes. Mais, j'ai fait attention de ne pas déranger ma solution pendant qu'elle refroidit. Ça, c'est important aussi, parce que dès que tu la déranges, tu peux faire précipiter ou tu peux faire recristalliser plutôt l'excès qui est dans ta solution. Donc, à 30 degrés Celsius, après avoir chauffé, dissous plus et refroidi, à 30 degrés Celsius, maintenant, ma solution a 38 grammes
de chlorure de potassium dissous quand elle est supposée de seulement en être capable d'en dissoudre 36. Puisque 38 grammes est plus grand que 36 grammes, ça veut dire que je suis dans un cas où la solution est sursaturée. Elle est sursaturée maintenant parce que j'ai été capable d'en dissoudre plus. Mais j'ai juste été capable d'en dissoudre plus parce que j'ai augmenté la température permettant de dissoudre plus de soluté dans mon solvant. Parce que généralement, si on regarde les courbes, pour la majorité, sauf pour quelques petites exceptions, l'augmentation de la température va augmenter la quantité maximum de soluté que tu peux dissoudre dans cette solution. Donc là, maintenant, j'ai une solution qui est sursaturée. Mais ces solutions-là sont très instables. Donc, pour être capable de faire ça, il faut vraiment que je m'assure de ne pas déranger ma solution sursaturée parce qu'elle n'est pas stable avec autant de soluté dissous dans la solution. Et donc, si jamais je le rajoute un cristal de chlorure de potassium solide de plus, donc je mets comme même juste un cristal de chlorure de potassium, ça va faire recristalliser l'excès de ton chlorure de potassium parce que j'en avais trop à l'intérieur. Et donc, ça va faire passer ton 38 à 36 et ça va cristalliser, donc pas précipiter, mais cristalliser 2 grammes qui avait en trop pour revenir à 36. Je vous suggère d'écouter cette vidéo YouTube qui est une démonstration qui montre le processus où on prend une certaine quantité d'un soluté qui est plus grande que la quantité maximale que l'on peut dissoudre. Tu vois dans la vidéo qu'il chauffe la solution pour faire dissoudre toute le soluté. Donc ici, dans cette éprouvette-là, c'est une solution sursaturée qui ensuite, à cause d'un cristal qui était mis ici, ils sont capables de faire recristalliser la solution ou le soluté à cause du fait qu'on a débalancé la solution sursaturée. Donc, je vous suggère d'écouter cette petite démonstration-là. C'est assez intéressant. Je vais mettre le lien sur mon Classroom pour que ça soit plus facile pour vous d'aller le regarder. Voici un petit peu un exemple de à quoi ça ressemblerait d'avoir une solution sursaturée qui se recristallise à cause qu'il y a un excès de soluté dans la solution. Donc ici, tu aurais l'acétate de sodium. Donc, c'est une solution qui est sursaturée d'acétate de sodium. Et en rajoutant un petit peu de cristaux d'acétate de sodium, on voit qu'il y a une recristallisation qui se fait à la surface. C'est une recristallisation qui est très rapide à cause de ça. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez que ce n'est pas un précipité qui se forme. Les deux, le précipité et la cristallisation, c'est un processus qui forme un solide, mais l'apparence du solide va être différente. Remarquez ici que ce solide va avoir des structures qui semblent être répétées, qui ressemblent à de la glace un petit peu. Donc, remarquez que tu as vraiment un réseau de cristallins qui apparaît, qu'on ne voit pas avec les précipités. C'est-à-dire que si tu regardes, ça serait un exemple d'un précipité. Généralement, ça va être un solide qui va être sous la forme poudreuse, qui va être très indéfini. Donc, si tu prenais un agrandissement très grand de ce précipité-là, tu verrais dans le fond juste des petits points puis des petits cercles, donc sans avoir vraiment de structure claire et définie. Tandis que quand tu as une recristallisation, il y a des cristaux qui se forment et une des caractéristiques des cristaux, c'est qu'ils vont former des formes géométriques particulières qu'on ne retrouve pas dans un précipité. C'est-à-dire qu'ici, à se rappeler que lorsqu'on a une cristallisation qui se fait parce que tu as une solution sursaturée instable qui enlève son excès de soluté, ça forme des cristaux, donc c'est une cristallisation et non une précipitation qui se produit.